Il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, l'entretien a le plaisir de recevoir aujourd'hui pour probablement une série de thématiques liées à ce qui se passe en Algérie. A le plaisir de recevoir aujourd'hui Saïd Khlil. Saïd Khlil, bonjour. Merci Hassan, j'ai tout le plaisir pour moi de te retrouver dans un autre cadre. On s'est connus là où tu sais. On s'est connus dans une geôle de commissariat à Alger Centre en mars 1980. Tiens. 1981, oui. Toi, Voilà. tu es sorti, moi, je suis parti en prison. Voilà. Et l'année d'avant, c'était l'inverse. L'inverse, voilà. L'année d'avant, c'était l'inverse. Ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, pour ceux qui, les plus jeunes d'entre nous, on va dire, ne connaissent pas Saïd Khlil, militant au long cours, pharmacien biologiste, ancien à l'université de Tizi Ouzou, pas premier secrétaire, mais secrétaire général par intérim au FFS plusieurs fois, entre 1992 et 1995. Je dis militant au long cours parce que, Saïd, tu as connu toutes les époques militantes de ce pays. Et c'est pour ça que je tenais absolument à démarrer cette série d'entretiens sur la thématique de ce qui se passe en ce moment en Algérie avec quelqu'un qui a cette profondeur historique. Tu as dit, je vais te gêner ton humilité, dans un entretien accordé à Al-Watan il y a quelques jours, à la question quel rôle pour les partis politiques de l'opposition dans cette conjoncture, quel rôle doivent-ils jouer, tu as répondu « Je n'ai pas la prétention de donner des leçons ». Oui. Tout de même. Oui. Tout de même. Oui. Il y a cette profondeur qui te permet, par exemple, de nous dire qu'est-ce que, dans ce mouvement, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement que tu n'as pas connu dans des mouvements précédents. C'est inédit. Bon, il faut que j'assume mon âge. Voilà. J'étais subtilement invité à t'assumer. Non, ça ne me dérange pas. Je porte bien mes 70 ans. J'espère que j'aurai le bonheur d'accompagner, de vivre ce mouvement jusqu'à son aboutissement. J'ai pas rêvé, franchement. Beaucoup de gens de ma génération ont dit qu'ils ne pensaient pas vivre ce jour-là. Donc, et toi, tes amis en témoignent, tu n'as jamais perdu espoir. Tu as toujours pensé que le peuple algérien était capable de produire ce qu'il est en train de produire. Absolument. Pas cette envergure. Franchement, là, ça a dépassé mon espoir, ça a dépassé mes rêves. Mais la seule fois où j'ai vécu ces événements, c'est en 62. À l'échelle de comparaison, c'est 62. Tu as le souvenir très clair, des souvenirs très nets. J'ai assisté au discours de Karim Belkacem à la mairie Tizi Ouzou à 2h du matin lorsqu'il revenait de Tunisie. Donc j'ai entendu son discours à 2h du matin. On a manifesté jour et nuit pendant une semaine. Donc la seule fois où j'ai vu cet enthousiasme, cette fête, ce respect entre citoyens et tout ça, c'était en 62. En 62, franchement, je suis ému en évoquant ça. Et tout le bonheur est pour moi et ça ne peut qu'aboutir. Je suis très optimiste. Yes. Oui. En 62, à l'époque, c'est avec le recul qu'on s'est rendu compte que tout le monde est devenu révolutionnaire, les affaires... On est le 19 mars, c'est pour ça que j'en parle. Nous sommes le 19 mars, le jour de la victoire, la signature de l'armistice du cessez-le-feu. Gare au 19 mars, parce que l'opportunisme, c'est une partie de la nature humaine. Demain, vous pouvez avoir les soutiens du régime indéfectible, être les soutiens indéfectibles de ce mouvement-là, et de même d'être en avant. Donc je dis vigilance. Pour le moment, c'est vigilance. Mais il faut d'abord savourer cette éclosion, pour utiliser une expression. On ne va pas se priver. On a tellement entendu. Bien sûr. Et donc, évidemment, dès qu'on a compris qu'il se passe quelque chose d'aussi prodigieux, il y a quelqu'un qui, je crois que c'était un chroniqueur étranger, qui a dit « Mais où était cachée cette société algérienne que nous n'avons pas vue toutes ces années-là » Elle était cachée où? Ils l'ont mis dans la cave, ils l'ont cachée, ils ont laissé le terrain social, économique, politique à des Beltaguia, du n'importe quoi, pendant que les bons pères de famille qui veillaient sur leur progéniture, qui espéraient, qui rêvaient, qui travaillaient et tout ça, ils étaient marginalisés, effacés, gommés, et puis du jour au lendemain, c'est l'éruption, parce qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a, au fait, trois choses. C'est les séismes, les volcans et les bouleversements sociaux de cette ampleur.
Il y a des signes bon coureur dans les Tout à bouleversements fait. sociaux. Il y en a Absolument. quelques-uns quand même. Hein. Voilà. Absolument, oui. C'est un terrain sismique en termes sociologiques, sociopolitiques, l'Algérie. Oui. Le 5e mandat, c'est quand même un détonateur. Oui, 5e mandat. Bon, on attendait un déclic. Et finalement, ça a été une détonation. Un 5e mandat, c'est-à-dire aucun esprit, aucune conscience ne peut le digérer et rester inerte. Est-ce qu'on n'a pas, nous, chroniqueurs, observateurs, militants, un peu exagéré la rupture de l'Algérien avec le politique? On l'a peut-être un peu exagéré. Et oui, parce que c'est un pays qui n'a pas d'institut de sondage, qui n'a pas de... On a vécu un petit peu dans un monde parallèle et tout ça. Et donc, c'est comme deux droites parallèles qui se rencontrent jamais. Et là, s'il y a une rencontre, c'est l'explosion. Donc, en définitive, on ne peut pas savoir ce qui travaille la mémoire collective, la conscience. Et puis, aujourd'hui, l'effet des réseaux sociaux, l'effet de certains médias comme le vôtre, comme Maghrébia et tout ça. Donc, mais on sentait comme ce bouillonnement, cette révolte qui sourdait. Tu vois, et voilà qu'une provocation de plus. Et le grand jour est arrivé. Alors nous, on disait quand même, puisqu'on parle de médias et d'analyse politique dans les médias, souvent dans le café presse politique, on disait l'un des facteurs qui fait que les Algériens ne vont pas aller, par exemple, n'ont pas fait leur printemps de 2011. Il y a eu une tentative, on s'en rappelle tous, plusieurs manifestations qui ont fini par avorter, à Alger notamment. C'était le souvenir. Il y avait deux obstacles. Le premier, c'était le souvenir de la décennie noire. Les Algériens n'avaient pas envie de se retrouver dans un processus de division qui peut déboucher sur la fitna, un terme qui est beaucoup utilisé par ceux qui préfèrent le statu quo. Et puis un peu plus tard, est venu s'ajouter à cela la confirmation que c'était dangereux, la Libye, la Syrie, voilà, l'échec partiel. Moi, je ne considère pas qu'il y a un échec complet, parce qu'il y a quand même aussi la Tunisie, il y a un échec partiel du printemps arabe, et on disait, voilà, et puis avec la rente, l'argent de la rente, les éléments du statu quo étaient paraissaient forts, hein. Ouais. On les a surestimés. Un autre élément, c'est l'élément démographique. Aujourd'hui, 70% moins de 30 ans. Donc, n'ont pas connu cela. N'ont pas connu cela. Et cette jeunesse-là, c'est la jeunesse Facebook, réseaux sociaux, branchés sur le monde, iPhone et tout ça. Donc, ils sont complètement en décalage total avec une gouvernance type 70, régime nationaliste, baathiste et tout ça. Donc, alors, et finalement, bon, ça ne pouvait déboucher que sur ce rejet en bloc d'une gouvernance anachronique, complètement avec un logiciel obsolète, quoi. Dernière incarnation de cet anachronisme, peut-être, la petite phrase de Ahmed Ouyahia qui disait: on ne tolère pas les marches parce que les Algériens ne savent pas marcher sans faire de dégâts, sans faire de la casse. C'est une de ses dernières phrases politiques. Et oui, il a été complètement démenti. Bon, il n'a rien connu d'autre que les salons calfeutrés. Voilà, les seules fois que je l'ai rencontré, parce que j'étais au FFS, il nous recevait à la présidence, mais en dehors de cette bulle-là, il n'a jamais été dans un marché, il n'a jamais fréquenté les Algériens. Qu'est-ce qu'il connaît de l'Algérie? Comme ce Khazar Brahim, qu'est-ce qu'il connaît du pays? Il ne connaît pas le pays. Il faut être dans la rue, il faut aller au café, il faut écouter, etc. C'est un autre monde. Aller au stade aussi, beaucoup, ces derniers temps. Dommage, je n'ai pas été, mais il paraît qu'il y a de belles chansons là. Le stade, c'est la maturation de la conscience politique des jeunes, c'est beaucoup le stade. Absolument. C'est beaucoup le stade. Donc, sans compter les phénomènes réseaux sociaux qui sont exceptionnels dans l'éveil des consciences et dans la motivation, dans la maturation de cette révolution. Alors, la maturation, est-ce qu'on peut prêter un petit quelque chose aux élites politiques dans cette maturation? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a de la méfiance vis-à-vis des élites politiques. Absolument. Non. Les élites, on en veut. Le ministre du régime, il dit qu'il n'a pas besoin de prix Nobel. Moi, je dis qu'il y a des nobilisables dans nos élites. Peut-être surtout dans la diaspora. On les a rejetés, on les a marginalisés. Non, il faut qu'ils jouent leur rôle. Il faut qu'elles se réapproprient leur place et leur rôle dans l'éclairage de la société, pour porter de grands projets. Non, un pays, c'est ses élites, avec tout le respect que j'ai pour la masse ouvrière, pour tout le peuple. Ça a été une humanité quand même, parce qu'il y a aussi la dimension du militant et de l'observateur, et peut-être aussi de l'analyse politique.
est-ce que, quand même, il y a une surméfiance vis-à-vis des élites en Algérie de la part des classes populaires et peut-être même des couches moyennes, qui est inhérente à l'histoire du mouvement national, le fait que le 1er novembre n'a pas été déclenché par la partie la plus traditionnelle de la classe politique algérienne nationaliste. Est-ce qu'on n'est pas toujours resté un peu méfiant par rapport aux élites? C'est ça la rupture. Ça appartient à l'histoire, c'est le passé, c'est terminé. Le mouvement national non dirigé par les élites, c'est terminé. La page est tournée. Aujourd'hui, le plus jeune, moi, enfant, qui ai connu l'indépendance, j'ai 70 ans, on a le chétal. Qu'est-ce qu'il nous raconte cela? Il faut passer le flambeau. Jusqu'à quand? Je vais dire à Essen, écoute, ces jeunes, il suffit qu'ils attendent. Ils vont attendre, c'est tout. Et de toute façon, les autres ils vont disparaître. Biologiquement, déjà le problème est réglé. Qu'est-ce qui s'accroche? C'est quoi ça? Donc, c'est terminé. Donc, ces élites-là, bon, même si il y a des élites organiques peut-être à disqualifier, qui ont marché avec le régime, qui se sont servis. Mais c'est surtout ça là qu'on regarde. Quand on pense aux élites, c'est surtout ça là. Il y a quand même des élites qui ont continué à s'accrocher. Il y a quand même Anassar Djabi qui fait du travail. On va les appeler des élites dissidentes et résistantes. Oui, oui. Et puis, je dis, surtout, majoritairement, je pense qu'elles sont exilées. Un Actouf, même dans les sciences dures, nous avons des nobilisables. Moi, je le sais, tu vois, oui, et tout ça. Oui, et c'est tous ces gens-là qui vont revenir. Moi, je suis convaincu. Et demain, l'Algérie sera la Corée du Sud. Demain, elle va décoller. Alors, on a peut-être le potentiel, effectivement. C'est maintenant qu'on le réalise. Absolument. C'est maintenant qu'on le réalise. Alors, pour que tout cela puisse arriver, il faut évidemment réussir sa révolution. Elle est en marche, on est confiant. On l'a vu avec toi sur le descriptif. On peut être d'accord pour partager cet optimisme. Ouais. Il reste quand même le problème classique de traduire le potentiel en quelque chose de réalisable. Et là se pose la question de l'organisation. Comment ce mouvement peut-il se doter de représentants? D'ailleurs, question encore une fois à quelqu'un qui a connu beaucoup de mouvements de ce type, pas de cette dimension, mais quand même des mouvements populaires. Faut-il organiser et comment ce mouvement? Il me semble, pour le moment, on ne peut pas dire que ce mouvement peut se doter d'une direction. Mais peu importe. Il y a des têtes qui ont émergé, on en a besoin, il faut qu'elles continuent à émerger dans nos universités, dans le mouvement étudiant, dans le mouvement enseignant, dans les syndicats. Aussi, il y a ceux qui ont résisté, il faut qu'ils se mettent en avant. Alors comment on peut émerger par corporation? Par exemple, ce matin, je sais que tu étais à Tizi Ouzou tu étais avec moi, tu étais dans le mouvement étudiantin. Donc la communauté universitaire a toujours dégagé quand même pas une direction, mais des animateurs. Donc l'université, je crois qu'elle est en effervescence. Demain, moi, je vais intervenir à l'Université Mouloud Maamri pour une conférence sur la transition et ils vont démarrer leur débat. Donc, et à partir de là, la communauté universitaire a toujours dégagé des animateurs, un groupe d'animateurs qui peut porter ses projets, qui peut porter ses idées, qui peut porter ses objectifs à une conférence et tout ça. Mais je dis que ce mouvement va rester dans cette dynamique-là, va continuer à s'élargir, va continuer à s'organiser. Et parallèlement, il faut penser quand même à la transition. À la transition, moi je vois ce mouvement un petit peu comme le garant, parce que si le régime a besoin de ses garants pour gérer la transition, le compromis, parce qu'ils sont là, ils n'ont pas encore rendu les clés de la maison. Nous aussi, notre garant, c'est ce mouvement-là, populaire. Il faut qu'il soit mobilisé jusqu'à ce que nous enterrions ce régime-là. Et qu'un nouveau régime éclos que le peuple se réapproprie sa souveraineté. Et là, je crois qu'on ne va pas réinventer. Il y a beaucoup de peuples qui ont connu ça. On a vu des transitions dans l'Europe de l'Est, on a vu des transitions en Afrique du Sud. On va évoquer la transition dans le détail dans un moment. Mais auparavant, je voulais rester encore un instant sur
Je voulais rester un instant quand même sur l'organisation et comment elle peut se mettre en place. Alors, il y a eu différents mouvements. Il y a eu le mouvement, le MCB, avec l'ouverture, qui est resté un mouvement relativement horizontal, qui est resté collégial dans sa direction, etc., qui a joué un rôle important aussi dans la transition. On se rappelle tous de la marche du 25 janvier 1990. Et 11 ans après, il y a eu le mouvement des Harouches qui, lui, a fini par se doter d'une direction, qui a négocié d'ailleurs. Et on a une sorte de contre-modèle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? C'est très différent. Parce que, bon, je te renvoie à une étude de Brahim Salahi, qui a comparé les deux mouvements, 2001 et 80. 80 avait un outil politique, avait un projet. Il s'était inscrit dans le cadre national. Il a dit, donc, l'Algérie, l'Arabe populaire pour toute l'Algérie, les libertés démocratiques, c'est éminemment politique. Et ensuite, ces revendications étaient claires et portées par la masse estudiantine, par les enseignants. Par contre, en 2001, vous savez, une plateforme préfabriquée à droite à gauche, et puis en plus scellée non négociable, c'est quasiment le Coran. Et ensuite... On parle de la plateforme de l'Aqsar. Oui, il était interdit d'avoir des têtes, alors qu'on avait un potentiel qui pouvait porter hein. Ensuite, c'est une fois que le mouvement a été étouffé, éteint, qu'un groupe a été négocié. Qu'est-ce qu'il y avait à négocier en 2005 ? C'était terminé. Le mouvement était à plat. Donc, c'est très différent. Par contre, on oublie que la séquence de négociation est arrivée bien plus tard. Bien plus tard. La Kabylie était normalisée. Oui. Voilà, les négociations avec les victimes et tout ça. Donc, le régime s'est redonné, a repris la main. Alors qu'il était complètement déstabilisé. Alors, une question importante, de mon point de vue, à ce moment-là du mouvement, il y a un courant, notamment le MAC en Kabylie, qui a estimé que le potentiel démocratique en Algérie était surtout porté par la Kabylie, que la Kabylie était toujours en première ligne pour les conquêtes des libertés et de la démocratie, et qu'au bout d'un moment, la Kabylie avait trop donné, notamment à cause du printemps noir de 2001, et qu'il valait mieux ne plus attendre le reste de l'Algérie, y compris le reste de l'Algérie amazighophone. Et donc, le MAC s'est développé sur cette idée. Est-ce que finalement, ce qui est en train d'arriver n'est pas en premier un démenti de cette possibilité, puisque c'est net, donc c'est indéniable. C'est indéniable. Ceci dit, le combat de la Kabylie, il est indéniable. Je crois qu'il faut même remonter jusqu'au mouvement national. Parce que l'importance de la militance PPA-MTLD dans la Kabylie, c'est pas pour se gargariser, mais c'est plus de la moitié. Donc, le combat politique dans cette région, tant mieux. Et l'Algérie, c'est le produit de la militance de la Kabylie, du mouvement national. À partir de là, nous avons arrosé de notre sang toute l'Algérie. De la frontière à la frontière, et tout ça. Donc, moi, ce que je dis aux militants du MAC, c'est vos parents qui ont créé l'Algérie, qui ont fondé l'Algérie, l'acte fondateur du 1er novembre 1954. Partant de là, un régime déforme les réalités, déforme, divise, etc. Moi, je te dis, Khadi, à Essen, lorsque j'ai été faire une conférence à l'université de Sétif, ou à l'université ou à Borj-Baraj, tu sens le containment. Le régime ne veut pas qu'on porte nos idées, ne veut pas qu'on sorte notre idéal démocratique en dehors de la Kabylie. Mais par contre, heureusement que les réseaux sociaux, les médias libres, etc., nous ont reliés, nous ont donné une tribune. Et là, le fruit est là. Mais le fruit, il est plus qu'on a espéré, quoi. Bon, personne n'a le monopole du combat démocratique. Le monopole des idées de liberté, c'est le propre de l'humanité, de l'Algérie. Et ce que j'ai dit, ces libertés, cette idéal démocratique n'est pas l'apanage de l'Occident. Ajma. Il y a aussi cela, évidemment. Oui, ce n'est pas l'apanage. Bon, c'est notre aussi objectif, c'est notre idéal, tu vois. Ouais. Pourquoi nous, on doit accepter tout le temps des tyrannies, des tyrannos, des potentats? Voilà. Il n'y a ni génétique, ni fatalité historique. Donc, on doit aller vers De ce point de vue-là, ce qu'on appelle le printemps arabe nous a un peu porté tort, parce qu'au départ, on s'est dit, finalement, nous aussi, on y a droit. Et puis, la dérive syrienne, la rechute égyptienne, je ne parle pas du cas de la Libye qui est un peu spécial, nous ont un peu remis en place. Vous n'êtes pas encore mieux pour la démocratie. C'est un peu ce on a essayé de nous faire croire. Oui, mais c'est ça. Plusieurs fois, on a arrêté les grands tournants. Il me semble 80, le régime, s'il aurait été mûr, etc., avec des ouvertures, on aurait gagné beaucoup de temps.
Ensuite, bon, l'ouverture de 89 et tout ça, avec tout le sacrifice des jeunes, etc. Et on a raté lamentablement cette transition, avec un prix fort. Quand même des dizaines de milliers de jeunes, quel que soit leur camp. C'est nos enfants qui sont morts dans cette... et d'autres, des tireurs de ficelle, et puis nos enfants payent. Et là, on n'a plus le droit à l'erreur. Quoique le pays était toujours en avance. Alors, je me rappelle, en 88, avec la petite ouverture, la petite récréation que nous avons vécue, les États du Moyen-Orient avaient appelé Jdid, il lui a dit, est-ce qu'il y a un coup d'État chez vous? Parce que ils en revenaient pas. Quand tu vois la télévision, oui. Ouais, on aurait pu avancer tout ça. Mais je dis maintenant, ça suffit. On va dire à notre armée, on va dire à notre État profond, ça suffit. On va lui dire, lui expliquer ça dans la transition. Là, il va falloir inventer une nouvelle gouvernance. Et dans la nouvelle gouvernance, il y a cette question de l'État jacobin. Il n'y a pas que la Kabylie qui pose la question de la centralité et de la décentralisation. Depuis quelques années, à cause notamment de l'absence des libertés, il y a des régions dans l'Algérie, je pense notamment au sud, qui posent l'avenir, la construction institutionnelle aussi en termes de décentralisation. Oui, moi je dis, comme dit Voltaire, même si on n'est pas d'accord avec certains, il faut qu'ils défendent leurs idées, leurs positions. Mais je crois que cette terre que nous avons héritée par le sacrifice des mariés, tout ça, il faut même l'élargir. Il ne faut pas oublier que le mouvement national disait l'Afrique du Nord. L'émancipation, la libération de toute l'Afrique du Nord. Il nous faut un grand marché. Il faut voir grand. Donc, mais en termes d'organisation. À Radio M, on est très maghrébin. Hein. Voilà, absolument. Le M, c'est pour le Maghreb. Bienvenue au club. Alors, ce que je dis, pourquoi, comment dirais-je, la révolution a réussi? C'est son organisation décentralisée. Il y avait 6 wilayats. Lorsque la wilaya, par exemple, une était à genoux, à cause de problèmes, dissensions, etc., Wilaya 2 reprenait le flambeau. La wilaya 3, avec la wilaya 4, ça se communiquait. Lorsque les uns tombaient, les autres relevaient, ils aidaient par la finance, par les cadres, etc. On ne peut pas gérer un pays à Djabel de 2 200 000 km², 1200 km de côte à partir d'Alger. Je me rappelle la blague là, des gens qui affectaient les palmes là pour se baigner à Tamanrasset. Parce que dans l'époque des Sokol Filat, tu te rappelles? Oui, absolument. Bon, là, je suis un peu dans ton domaine. Le début de l'ère Bouteflika, de l'ère Chedli, pardon. Donc, il faut, comment dirais-je, il faut de l'audace. Et imaginer un État qui intègre toutes ces données, culturelles, linguistiques, économiques, sociales, etc. On ne peut pas organiser le Grand Sud comme on va organiser autour d'Alger, la Kabylie montagneuse, les hauts plateaux, tout ça. Donc une organisation qui intègre ces données géoéconomiques, et culturelles et tout ça. Évidemment, il faut veiller à ce que l'État fédéral ne laisse pas des dérives, parce que tu peux avoir quelque part un petit potentat s'il est élu. Bon, il faut être vigilant, je dis. Mais on va apprendre et on va avancer. Mais ça, c'est ça la voie. La voie de la modernité institutionnelle, absolument. Elle est là. Elle est là. Eh bien, écoute, si tu ne sais pas mettre le bénou, c'est un proverbe kabyle, tu regardes ton voisin. Il faut regarder. Pourquoi on ne regarderait pas vers l'Europe? Les expériences qu'ils ont vécues, etc. On n'est pas condamné à avoir les yeux rivés vers comment dirais-je, les pays d'Afrique sous influence néocoloniale, etc. Il faut qu'on s'autonomise, on se libère. Alors, en l'occurrence, on peut regarder déjà vers la Tunisie. C'est le dernier processus gagnant, puisqu'il s'est débarrassé en grande partie de son système politique pour en créer un nouveau, en passant par une assemblée constituante. La différence, c'est que nous, on n'est pas encore arrivé au 14 janvier. Le 14 janvier, c'est la date de départ de Ben Ali. Nous, on n'est pas encore arrivé au 14 janvier. D'ici au 14 janvier, d'ici au départ de Bouteflika, qui, bon, à mon avis, est quelque chose qui est inscrit dans l'évolution des événements, est-ce qu'il faut négocier avec Bouteflika pour lui permettre de mettre en place les institutions ou le cadre de la transition, ou est-ce qu'il faut faire le dos rond, comme le suggèrent beaucoup de gens d'animateurs du mouvement, et ne pas considérer que lui ne peut plus être une partie de quoi que ce soit, et commencer à négocier après son départ? Il me semble que, d'abord, s'il voulait négocier Bouteflika, il n'avait qu'à convier les responsables des partis de l'opposition et leur parler. Pour que les appareils, dans tout processus, même dans le changement de gouvernement, il y a crise. Je suis président de la République, j'appelle l'opposition et je leur parle. Il semblerait que c'est le Khadr Brahimi qui est en train de le faire.
il n'a rien à voir. Il est qui, Lassar Brahim? Il est retraité et qu'il a géré sa retraite. Bon, on veut des responsables. Ce Bouteflika mal élu, il est là, c'est le président. Je suis l'opposition, il m'appelle. En tant qu'opposition. À partir de là, il est disqualifié. La manière de gérer... Moi, j'ai des doutes qu'il soit au courant de ce qui se passe à Alger ou en Algérie. Sinon, qu'il reçoive l'opposition. Donc, ils sont disqualifiés pour gérer la transition. Mais l'état profond, les structures doivent rester. C'est qui ça être l'état profond en Algérie? C'est les militaires, c'est les services de sécurité, bon, parce que c'est important. Il faut qu'on assure la sécurité dans le pays. Ça, il faut être vigilant. Lorsque tu me parlais de Syrie, de Libye, etc., la différence est là aussi. Je crois que quand même, il faut rendre hommage à la gestion de cette intifada pacifique qui a ému, qui a ébahi le monde, et ils y sont pour quelque chose. On ne va pas, nous, peuple, s'approprier tout seul. Nos services ont joué le jeu. Moi, je les appelle, je leur dis, continuons ensemble, les gens. On ne va pas rater. C'est pour vos enfants. Vous êtes du peuple. C'est pour vos enfants aussi. On va construire un grand pays. Et il n'est pas question d'utiliser les enfants du peuple contre les enfants du peuple, comme on l'a fait dans les années 90. Khalas, Hadik. Mais là, dans ce cas-là, on serait quand même sorti de la Constitution. Bon, on va dire qu'on est déjà sorti de la Constitution. Absolument. Avec l'Europe, mais on va sortir largement de la Constitution si on passe un dialogue, non plus entre une autorité civile qui a encore un mois de légitimité, même si elle est mal élue, à un dialogue avec une autorité militaire qui, en principe, n'est pas prévue pour cela. Il faut l'accepter. Il faut considérer qu'on est dans un processus de ce type. Et donc, on n'a pas le choix. Moi, je dis, moi, en tant que peuple, mon garant, c'est le mouvement. Le mouvement, il ne va pas s'arrêter. Eux, en tant qu'État profond, le garant, c'est l'arme. On va négocier. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour que ça ne dérive pas. Ça ne dérive pas, on va continuer pacifiquement. On est civilisé, on l'a démontré. On a des élites. On va faire émerger des négociateurs. On a des constitutionnalistes, on a des brillants universitaires. Moi, je leur fais confiance. Ils vont nous négocier une bonne transition et on va aller vers cette république. Je ne dis pas deuxième, elle n'a jamais existé. Vers une république définitive pour cette population de moins de 30 ans. Parce qu'il faut être conscient. Parce que c'est une nouvelle démographie, de nouvelles données. Et on n'a pas le droit de rater cette histoire qui ouvre ses bras larges ouverts. Il veut rentrer dans l'histoire et on va lui tourner le dos. Un des handicaps, Saïd Khalil, justement parce qu'il y a une longue période de rupture, d'absence d'activité politique, de représentation, d'échanges dans l'espace public, etc. Est-ce que cette démographie, cette partie de l'Algérie importante qui aujourd'hui est la colonne vertébrale du mouvement, qui a moins de 30 ans, est-ce qu'elle risque pas d'être dans une forme de méfiance qui va continuer, qui va empêcher l'émergence de représentants pour négocier? Et on a le sentiment quand même un peu que le pouvoir joue sur ça, en laissant entendre que personne n'est en mesure de représenter qui que ce soit. Bon, écoutez, moi, il faut ce pouvoir, il est partant. Pourquoi? C'est lui qui a créé cette situation. D'ailleurs, on lui dit quelque part, merci. Voilà. Voilà, il nous a offert un 5e mandat qui nous a amené cette révolution populaire, pacifique, etc. S'ils avaient des solutions, ils n'auraient pas quand même osé un 5e mandat. Je me rappelle, dans un entretien avec le Watan en avril 2014, j'ai pensé qu'ils n'oseraient pas défier la biologie, la nature. Ils ont osé. Ils ont défié la biologie humaine, ils ont défié la nature, en nous présentant un candidat qui ne s'est jamais adressé à nous. En 2014 déjà. Partant de là, moi je considère que le régime était fini déjà. Justement, alors, une parenthèse ici. Toi, tu as été militant du printemps de 80, tu as été en prison, tu as été un leader de l'opposition, tu as négocié, tu l'as dit tout à l'heure, tu as été à la présidence, tu étais à la tête du FFS, secrétaire général adjoint aux côtés d'Al Hussein El Ahmed. Absolument. La qualité de l'ingénierie politique en face. Tu as connu l'époque Chadli, tu as connu l'époque Zeroual. On a l'impression que, justement, parce qu'on a proposé le 4e mandat et après le 5e mandat, qu'est-ce qui s'est passé dans cet État? Comment a-t-on pu en arriver à aussi peu d'imagination? C'est le syndrome du Titanic. Le Titanic sombré, musique.
musique, tu as 4 rigolos qui viennent, le Moujahid al-Akbar et tout ça. Donc, une rupture totale, un déphasage avec la réalité. Et puis, donc, ils ne voyaient pas venir, alors qu'on sombrait, d'une part, ça, et c'est vrai qu'on a l'impression que ces 2 décennies de pouvoir ont, en quelque sorte, stérilisé, y compris à l'intérieur du système. Voilà. Il a stérilisé toute compétence. Moi, je me rappelle, il y a quand même, lorsque j'étais dans le mouvement et tout ça, Mouloud Hamrouche m'a appelé en tant qu'MCB pour négocier. En 90. Tu y étais seul. C'est comme ça qu'on a obtenu le département Ambazir, etc. Ils avaient quand même cette notion, cette recherche de dialogue, un minimum, quoi, pour que ça ne sombre pas, pour que ça ne dérape pas, etc. Et là, ils nous ignoraient totalement. Ils sont une bande, là, dans leur bulle. Tout est bon, Madame la Marquise, comme on dit. Et puis, alors, ça, c'est l'épuisement. C'est un régime mort d'épuisement. Mais, du côté, même s'ils ont essayé de stériliser, il faut le dire quand même, même l'opposition, ils l'ont miné, l'ont stérilisé, etc. Mais il y a des périodes d'histoire d'accélération. C'est-à-dire, même si on croit que c'est une léthargie, on croit qu'il n'y a rien qui bouge, alors que la mémoire collective, la conscience collective, etc., elle est travaillée, tu vois, elle est là, et puis les gens parlent. Heureusement, parce qu'on est quand même, il faut le dire, quand même, c'est une dictature molle, c'est pas le régime stalinien, parce qu'à l'époque de Boumedienne, on ne pouvait pas se permettre certaines choses. Il faut le rappeler aux jeunes qui sont en train de nous regarder, de nous écouter. Voilà. C'est-à-dire à l'époque de Boumedienne, il y aurait une voiture en bas qui va nous embarquer dès notre sortie de la radio. C'est autre chose quand même, il faut le dire. Grâce au sacrifice des jeunes de 80, 85, 88, etc., de 2001, ils nous ont ramené comme une certaine liberté. Le régime s'en est accommodé, mais il est passé complètement à côté. Est-ce que tu dirais, Saïd Khalil, que l'un des derniers virages, bon, il arrive juste après le 4e mandat, mais un des derniers virages, c'est de ne pas avoir saisi la main tendue par le processus de Zeralda, celui de l'opposition. Le pouvoir, il a été autiste aussi par rapport à ce processus. Il était méprisant, arrogant, et comment dirais-je, il humiliait au lieu de, comment dirais-je, de saisir et tout ça. Et puis, je dis, c'est un problème de logiciel. Il n'arrivait pas à inventer, on amène des gens d'un peu partout, de je sais pas quoi, on les rassemble à la coupole, on fait le bendaïr, etc. Alors que c'est dépassé tout ça. C'est dépassé. Donc, leur ADN, un terme que tu aimes beaucoup, je l'ai remarqué, leur ADN, il était figé, il était là. Donc, ils n'arrivent pas à s'adapter à cette réalité nouvelle, à ce bouleversement qui est là sous les yeux. Ça me rappelle un petit peu la situation au XVIIIe siècle, lorsque, à l'époque de Voltaire et tout ça, pendant que l'affaire Calas, ça montait, le roi, la monarchie, il était dans son luxe là, et puis un beau jour, il ne s'en rendait pas compte que le monde change. Il y a un bouleversement, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est un grand bouleversement, tu vois. Et sans côté, cette démographie, c'est une chance. Avoir une population 60 moins de temps, vous pouvez démarrer, décoller, faire des merveilles, tu vois. Il est même question en ce moment de faire des sondages sur Internet sur des options, sur les différentes options, notamment des sondages de vote électronique, notamment sur un peu cette question de la constituante, de la transition, courte, longue, commencer par quoi, etc. Et il y a tout ce débat-là qui peut être aussi un débat. Au travail, je dis les jeunes, mettez-vous au travail. Il faut travailler, et c'est ça, donc... Mais il y a des sacrifices, on va peiner, on va veiller, etc. Mais le fruit sera au bout de la course et tout ça. Et c'est là, c'est-à-dire, la société s'est spontanément repolitisée. Oui. Il n'y a qu'à voir les slogans, il n'y a qu'à voir, etc. Complètement. Alors, dans ces options-là, tu as exprimé un point de vue. Tu as dit que si on allait vite vers les élections présidentielles, comme le demandent certaines parties, notamment les partis qui sont engagés dans le processus électoral, ce serait un risque de, je te cite, régénérer le système. Absolument. On peut comprendre un petit peu, préciser ? Je m'explique. C'est-à-dire, un président de la République s'appuie sur les structures de l'État, s'appuie sur l'administration et tout ça. Est-ce que vous pouvez changer tout ça en 3 mois ? C'est impossible. On est obligé de garder notre administration, de garder l'austérité économique, etc. Pour fonctionner, il faut le sauvegarder. Moi, je demande attention. D'ailleurs, je mets en garde contre ces appels pour la désobéissance civile, pour tout ça.
attention, c'est la grève qu'on a vécue, laisser les enfants pendant 5 jours sans lait, etc. Moi, à partir de maintenant, ceux qui appellent à la grève, ceux qui appellent doivent être identifiés. Ils doivent être connus. 22 février, je leur dis merci pour ceux qui nous ont appelés, on est sortis, etc. Mais à partir de maintenant, le mouvement est mûr pour qu'il y ait des représentants pour qu'ils soient identifiés. Donc, pour revenir à ta question, c'est-à-dire... c'était présidentielle rapidement ou pas? Présidentielle rapidement. Le risque, donc, du fait qu'on n'a pas le temps de renouveler un petit peu le personnel politique et administratif, le risque, c'est que moi, président, non, je blague, je vais m'appuyer sur ce personnel-là. Et automatiquement, les habitudes aidant, etc., le rendement, parce que lorsqu'il y a un mouvement, ça bouge. Mais lorsque la vigilance tombe, on reprend notre affaire. Mais avec une transition un peu plus longue, de 6, 7, 8, une année, est-ce qu'on a le temps de changer ce que tu redoutes? Oui, parce qu'on a le temps, la société va reprendre les choses en main, le mouvement va s'organiser, il va générer des élites, il va générer des responsables, il va générer une organisation, et il est là, il est vigilant. On va travailler sous son contrôle, c'est-à-dire le gouvernement de compétence nationale va travailler sous le contrôle du mouvement. Encore une fois, le mouvement, c'est notre garant. L'État profond ou le pouvoir en place, il a ses propres garants aussi. On négocie. Il faut que ce soit négocié pacifiquement, intelligemment, et on avance jusqu'à la constituante. Et pour la constituante, il y aura aussi un collège d'experts. Nous avons de brillants constitutionnalistes. Je pense à mon ami Tahar Taleb. J'ai vu aussi Ben Abou. Il y en a beaucoup, Kacher, etc. Beaucoup de constitutionnalistes. Ils vont aider cette assemblée-là à travailler, à nous doter d'un outil. Les bonnes constitutions, elles ont plusieurs siècles. Et j'espère que l'Algérie, cette fois-ci, ces jeunes-là de 30 ans, vont vivre sous cette constitution jusqu'à ce qu'ils aient des petits-enfants. Oui, on va souhaiter cette longévité au prochain texte constitutionnel, même si je dois rapporter aussi le point de vue de ceux qui redoutent une transition qui s'enlise avec une constituante. J'ai cité d'abord ceux qui voulaient une transition rapide avec un retour aux urnes rapidement, mais il y a aussi un autre bord qui dit, attention, regardons l'expérience tunisienne, il y a une constituante élue dans la même année que la Révolution, octobre 2011, qui a permis de générer un gouvernement qui a présidé le pays, qui a présidé Monsef Marzouki, mais ça a pris trop de temps pour produire cette constitution, alors que les impératifs économiques étaient là et que le gouvernement n'avait pas assez de marge pour le faire. Est-ce qu'on ne risque pas d'être dans la même situation, Saïd Khlil? Il n'y a pas de solution miracle. On va tâtonner, on va chercher. Ce qui compte, c'est la volonté politique, c'est notre détermination. On va appeler tous les patriotes, tous les Algériens, il faut qu'on s'en sorte. Il faut des sacrifices, il faut des compromis, etc. Parce que sinon, toute précipitation, tout ça risque de gâcher une occasion historique inédite et qu'on ne retrouvera pas de sitôt. Donc, moi, je pense, si on a un gouvernement de compétences bien choisi, qu'on va laisser travailler, et puis il faut appeler à la générosité de l'Algérie. Moi, je m'appelle en 62 personnes. Nos mamans ont offert leurs bijoux pour Sandouk Tazamoun. Et on sera appelé à le faire. Parce qu'ils vont laisser les caisses vides. J'espère que non, quand même. On va faire des emprunts d'une manière moderne. Oui. Bien sûr. Il faut qu'on secoue ce cocotier. Il faut sauver notre économie, nos finances. Et là, et puis, il faut quand même des signaux forts. Par exemple, on ne va pas gaspiller 1 million de baguettes pendant ce ramadan. Il faut qu'on change. L'Algérien a changé. Il faut qu'il continue. Oui. On voit les jeunes qui ramassent les détritus à la fin des marches. C'est belle image. Très belle image. J'en ai vu encore tout à l'heure à la Grande Poste, parce qu'il y a une journée de mobilisation. Des étudiants. On ne vivra plus dans la poubelle. C'est terminé. On veut vivre proprement, dignement. On va être des Algériens à la hauteur des citoyens les plus civilisés du monde. Des mesures fortes, Saïd Khlil, il y en a qui ont proposé à ce que tous ceux qui vont participer on va dire, aux institutions de la transition, que ce soit à un haut niveau, exemple, un haut conseil populaire de l'État, mais populaire, qui soit l'émanation du peuple, ou dans un gouvernement de compétence nationale, pour nous amener à la prochaine élection, que tous ces gens-là, que ce soit une élection présidentielle ou pour une constituante, ne puissent pas se présenter pour un mandat électif. Parce qu'ils auront été dans la transition, pour essayer de protéger. D'une part, d'autre part, on propose à ce que le haut conseil, on touche juste des défraiements, mais pas de salaire. Ou la conférence nationale. Oui.
faut protéger le processus de la plus belle manière. Des tentations de... Oui, absolument. Absolument. On est humain. On est humain. Et c'est ça le projet de la future constitution. Il faut produire un contre-pouvoir. C'est terminé. Gérer les caisses de l'État, gérer les rentes sans rendre compte. Et lorsqu'on donne un logement, c'est un don, c'est un cadeau. Non, monsieur, c'est l'argent de l'État. Et ça, on veut faire croire à la population. C'est ça qui doit changer. Et il y a un contre-pouvoir qui va contrôler l'exécutif sur le plan de la dépense budgétaire, sur le plan de l'exercice des libertés, sur tous les plans. Donc, on va émerger, il y aura érection dans la modernité avec ces fonctionnements. Parce qu'il faut qu'on comprenne cette histoire de l'Gharb, tout ce qui est modernité, tout ce qui est darwa et tout ça, c'est terminé. C'est pour nous, c'est pour l'Algérien, et tout ce qui est moderne. On peut rappeler que dans le mouvement national, on a eu le MTLD qui dont l'intitulé est Triomphe des libertés démocratiques. Oui. Donc c'est quand même une tradition, la revendication pour les libertés démocratiques, qui est ancrée dans l'histoire politique nationale. Ça ne vient pas de n'importe où. Voilà, donc on est à l'aise avec ça. Les revendications, les principes de droit et de liberté, c'est l'humanité tout entière qui a émergé, et nous revendiquons notre part. On l'améliorons. Parce que moi, je te dis, un État ultralibéral qui écrase cette majorité de démunis, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Et il faut sécuriser, parce que dans notre tradition, je ne suis pas économiste, mais j'imagine d'ores et déjà une économie complètement solidaire. Dans la Constitution, il n'aura pas le droit d'avoir des Algériens mourir de faim ou être, comment dirais-je, sans maison, etc. Et il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on soit solidaire si on veut vraiment le vivre ensemble, c'est celui-là. C'est un nouveau contrat social entre tous les Algériens. Il y a cette vague, il y a cet immense espoir et cet enthousiasme, il ne faut pas le gâcher. Tu étais en quelle classe le jour de l'indépendance? C'est la semaine où tu as fait la fête, Saïd? Moi, j'étais en 6e au lycée Amar Rachid Ben Aknoun. Donc, oui. J'étais beaucoup plus tard au lycée Amar Rachid. Donc, donc c'était le lycée franco-musulman de Ben Aknoun. Oui, il est passé un peu plus tôt. Voilà, absolument. C'est la grande école. On a hérité quelque part de cette tradition de militantisme. Est-ce que j'ai posé cette question pour dire qu'on a l'impression que c'est la même énergie, hein, oui. que tu dégages aujourd'hui. Absolument. Et ça, c'est grâce à ce mouvement extraordinaire. Merci, je dis merci pour ce mouvement, merci pour tous les Algériens qui ont bravé le régime, ils sont sortis dans la rue et nous permettent de déguster ce bonheur qu'on attendait depuis des décennies. Merci beaucoup, Saïd Khli. Merci beaucoup pour cette